Laisse-moi te décrire ta journée d'hier. Tu t'es réveillé avec une intention. Peut-être floue, peut-être précise, mais une intention. Quelque chose que tu voulais accomplir, construire, avancer. Et puis, la journée a commencé. Un message sur ton téléphone, une conversation que tu n'avais pas prévue, une pensée qui en a appelé une autre, une distraction, puis une autre, et à un moment dans la journée, tu ne saurais pas dire exactement quand, tu as abandonné ton intention originale. Pas consciemment, tu ne t'es pas dit « j'arrête », tu as juste dérivé. Le soir, tu t'es retrouvé épuisé. Pas de l'épuisement satisfait de quelqu'un qui a accompli quelque chose, l'épuisement creux de quelqu'un qui a été emporté par le courant toute la journée sans jamais vraiment nager. Si cette description te ressemble, même partiellement, alors ce que je vais te dire dans cette vidéo va changer quelque chose de fondamental dans ta façon de vivre. Pas ta routine, pas tes habitudes de sommeil, pas la façon dont tu organises ton agenda, ta stratégie mentale. Ou plutôt, l'absence de stratégie mentale. Parce que voilà la vérité que personne ne te dit franchement. La grande majorité des gens ne pilotent pas leur vie mentale, ils la subissent. Le pilote automatique, ce qui gouverne vraiment ta vie. Les neurosciences ont établi quelque chose de fascinant et de profondément déstabilisant si tu prends le temps d'y réfléchir vraiment. Entre 40 et 95% de tes comportements quotidiens ne sont pas des décisions conscientes. Répète ça lentement dans ta tête. Presque la moitié, parfois la quasi-totalité de ce que tu fais chaque jour, tu ne le choisis pas vraiment. Tu le répètes. C'est une chaîne de réflexes, d'habitudes, de schémas mentaux gravés si profondément dans ton système nerveux qu'ils s'activent avant même que tu aies eu le temps de penser. Tu réagis avant de choisir. Tu te défends avant d'avoir évalué. Tu fuis avant d'avoir décidé de fuir. Et le plus vertigineux dans tout ça, c'est que tu crois sincèrement que tu choisis. Ton cerveau te raconte une histoire cohérente après coup. Il justifie, rationalise, explique. Il crée l'illusion du libre arbitre sur des décisions qui avaient déjà été prises par quelque chose de plus ancien, de plus profond, de moins conscient. Les stoïciens avaient un nom pour cette partie de toi. Ils l'appelaient les phantasiailles, les représentations automatiques, les images mentales, les jugements réflexes, les réactions conditionnées qui précèdent toute pensée délibérée. Et Épictète, l'esclave qui est devenu philosophe, l'homme qui avait tout compris sur ce qu'on peut et ne peut pas contrôler, écrivait avec une précision qui traverse 2000 ans « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, ce sont les jugements que nous portons sur les événements. Et ces jugements, la plupart du temps, nous ne les choisissons pas. Ils arrivent. La sagesse consiste à apprendre à les observer avant de les suivre. Observer avant de suivre. C'est ça, la stratégie mentale dans sa forme la plus pure. La capacité d'insérer un espace, même minuscule, entre ce qui arrive et ta réponse, entre la stimulation et la réaction, entre l'impulsion et l'acte. Mais la plupart des gens ne vivent pas dans cet espace, ils ne savent même pas qu'il existe. Il y a quelque chose qui se passe en toi en ce moment même. Une voix. Pas une voix que tu entends avec tes oreilles, une voix que tu entends avec ton esprit. Un commentaire continu, incessant, qui interprète chaque chose que tu vis, chaque mot que tu lis, chaque sensation que tu ressens. Et cette voix, tu ne l'as pas choisie. Elle s'est construite sur des années d'expérience, de traumatismes petits et grands, de croyances héritées de tes parents, de tes professeurs, de la culture dans laquelle tu as grandi. Elle te dit que tu n'es pas assez, ou qu'il ne faut pas montrer que tu as peur, ou qu'essayer c'est risquer d'échouer et que l'échec est insupportable, ou que les autres ont une vie meilleure que la tienne, ou que tu dois t'occuper en permanence pour prouver que tu existes. Et le plus douloureux, c'est que tu la crois. Pas consciemment. Tu ne te lèves pas le matin en te disant « je vais écouter une voix mensongère toute la journée », mais tu la crois dans les faits, dans tes décisions, dans les choses que tu n'oses pas faire, dans les mots que tu ravales, dans les projets que tu repousses à demain, puis à la semaine prochaine, puis à jamais. Carl Jung nommait ça l'ombre. Cette partie de toi-même que tu n'as pas intégrée, que tu as enfouie parce qu'elle te faisait honte ou peur, et qui gouverne ta vie en coulisses précisément parce que tu refuses de la regarder en face.
Ce que Jung avait compris, et que les stoïciens savaient déjà, c'est que ce qu'on ne regarde pas en face ne disparaît pas. Ça grossit dans l'obscurité, ça prend du pouvoir, ça colore chaque décision sans que tu le saches. Marc Aurèle, l'homme qui gouvernait l'Empire romain le jour et s'écrivait des examens de conscience la nuit, formulait cette vigilance avec une clarté qui ne vieillit pas. Veille sur toi-même. Commence par observer tes propres mouvements intérieurs. Regarde d'où viennent tes désirs, d'où viennent tes résistances. Qui parle en toi en ce moment, toi ou ta peur? C'est la question centrale de toute stratégie mentale, et la plupart des gens ne se la posent jamais. La résistance, l'ennemi que tu ne vois pas. Steven Pressfield, auteur de La guerre de l'art, a donné un nom à la force qui empêche les êtres humains de faire ce qu'ils savent devoir faire. Il l'appelle la résistance. La résistance, c'est cette force invisible mais absolument réelle qui s'active précisément au moment où tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important. Au moment où tu veux commencer ce projet qui te tient à cœur depuis des mois. Au moment où tu vas avoir cette conversation difficile mais nécessaire. Au moment où tu vas sortir de ta zone de confort pour devenir quelqu'un de légèrement meilleur. Et la résistance est intelligente. Elle ne se présente jamais comme une ennemie, elle se présente comme ton ami, comme la sagesse, comme la prudence. Elle te dit « ce n'est pas le bon moment ». Elle te dit « tu n'es pas encore prêt ». Elle te dit « regarde, il y a autre chose de plus urgent à faire d'abord ». Et tu l'écoutes, encore et encore, jusqu'à ce que les années passent et que tu réalises que tu attendais le bon moment depuis si longtemps que le temps lui-même t'a échappé. La résistance est proportionnelle à l'importance de l'acte. Plus ce que tu veux faire est vital pour ton développement, plus la résistance sera forte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi. Et les stoïciens l'avaient compris 2000 ans avant Pressfield. Sénèque, qui avait une façon de parler de la procrastination et de l'auto-sabotage qui résonne avec une acuité presque insupportable, écrivait à son ami Lucilius « Omnia Lucili aliena sunt, tempus tantum nostrum est ». Tout est étranger, Lucilius. Le temps seul nous appartient. Et il ajoutait, avec une franchise qui tranche comme une lame, « Ita fac, mi Lucilius, vindica te tibi ». Fais ainsi, mon Lucilius, reprends possession de toi-même. Reprends possession de toi-même. Pas de ton agenda, pas de tes habitudes, de toi-même, de ton espace mental, de ta capacité à décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. C'est ça, la stratégie mentale. Un acte de réappropriation. Les 3 visages du sabotage mental. Le sabotage mental ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui abandonne ouvertement. Il est subtil, élégant, presque respectable. Voici ces 3 visages les plus courants. Premier visage, la perfection comme prison. Tu ne commences pas parce que ce n'est pas encore parfait. Le projet n'est pas assez bien structuré, l'idée n'est pas assez développée. Tu as besoin de te former encore un peu, de lire encore quelques livres, de peaufiner encore quelques détails. La perfection n'est pas une norme, c'est une excuse. C'est la résistance déguisée en exigence de qualité. Et tant que tu ne la vois pas pour ce qu'elle est, un mécanisme de protection contre la peur du jugement, elle continuera de te paralyser. Deuxième visage, l'hyperactivité vide. Tu es occupé, très occupé. Toujours quelque chose à faire, quelque chose à répondre, quelque chose à gérer. Ta journée est pleine. Et pourtant, le soir, tu as du mal à nommer une seule chose vraiment importante que tu as accomplie. C'est le paradoxe de l'agitation moderne. On confond le mouvement avec le progrès. On confond l'occupation avec la productivité. On remplit les heures pour éviter de faire face à la question simple et terrifiante « Est-ce que je vis vraiment la vie que je veux vivre ?» L'hyperactivité vide est une forme de fuite aussi efficace que l'oisiveté. Elle donne simplement meilleure conscience. Troisième visage, la rumination déguisée en réflexion. Tu penses, beaucoup. Tu analyses les situations, les possibilités, les risques. Tu retournes les problèmes dans tous les sens, tu explores les scénarios. Mais tu ne décides pas, tu ne passes pas à l'acte. Ce n'est pas de la réflexion, c'est de la rumination. La vraie réflexion mène à une décision. La rumination tourne en boucle. Et cette boucle a une fonction précise, elle te donne l'illusion de travailler sur ta vie sans jamais avoir à prendre le risque de vraiment la changer. Marc Aurèle connaissait ces 3 visages, et il avait une prescription simple, directe, presque brutale dans sa clarté. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force.
Ne t'interroge pas indéfiniment. Agis selon ce que tu sais être juste, maintenant, avec ce que tu as. Agis selon ce que tu sais être juste, maintenant, avec ce que tu as. Pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant, avec ce que tu as. Je veux m'arrêter ici une seconde. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que quelque chose dans ce que j'ai dit a résonné. Quelque chose a touché un endroit en toi que tu reconnais. Et je veux te dire quelque chose d'important avant de passer à la suite. Ce n'est pas ta faute. Vraiment. Personne ne t'a appris la stratégie mentale. À l'école, on t'a appris les mathématiques, la grammaire, l'histoire, mais personne ne t'a jamais assis devant un tableau et dit « Voici comment fonctionne ton esprit. Voici les forces qui le gouvernent à ton insu. Voici comment en reprendre le contrôle. » Tu as fait avec ce que tu avais, comme tout le monde. Mais maintenant, tu sais. Et savoir, c'est le premier acte de la stratégie mentale. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Et dans la partie 2, tu vas voir exactement comment construire une architecture mentale qui te permet de ne plus subir ta propre pensée, mais de la piloter. Pas parfaitement, pas du jour au lendemain, mais avec une méthode, avec des outils, avec une philosophie qui a survécu 2000 ans précisément parce qu'elle fonctionne. Il existe une différence fondamentale entre deux types de personnes, ceux qui réagissent à leur vie et ceux qui la pilotent. Ce n'est pas une différence d'intelligence, ce n'est pas une différence de talent ou de chance ou de circonstance, c'est une différence d'architecture mentale. Les premiers vivent dans un état de réponse permanente. Chaque événement déclenche une réaction, chaque stimulus appelle une réponse automatique. Leur humeur dépend de ce qui leur arrive, leur énergie dépend de l'approbation des autres, leur clarté dépend de l'absence de problèmes. Et comme les problèmes ne disparaissent jamais vraiment, leur clarté est perpétuellement en danger. Les seconds ont construit quelque chose d'autre, un centre, un espace intérieur stable à partir duquel ils observent, évaluent, décident, indépendamment du bruit extérieur. Pas insensible au bruit, pas indifférent, mais non gouverné par lui. Ce centre, cette architecture mentale, c'est ce que la partie 2 va t'apprendre à construire. Pilier 1. Qui tu décides d'être avant tout. Voici l'erreur que font presque toutes les personnes qui cherchent à améliorer leur stratégie mentale. Elles commencent par les techniques, les outils, les routines, les méthodes. Elles se disent « Je vais me lever à 5 heures du matin, je vais méditer 20 minutes, je vais faire du sport, je vais tenir un journal. » Et ça marche, pendant quelques semaines, parfois quelques mois, puis ça s'effondre, parce que les techniques sans fondation ne tiennent pas. Et la fondation, ce n'est pas une routine, c'est une identité. La vraie stratégie mentale commence par une question que peu de personnes se posent vraiment, jusqu'au bout, avec honnêteté. Qui est-ce que je veux être? Pas ce que je veux faire, pas ce que je veux avoir, qui je veux être. Parce que dès que tu sais qui tu veux être, chaque décision de ta journée devient soit cohérente avec cette identité, soit incohérente. Et cette cohérence ou cette incohérence, tu la ressens physiquement, dans ton ventre, dans ta tension musculaire, dans la qualité de ton sommeil. Les stoïciens construisaient toute leur philosophie autour de cette question d'identité. Ils avaient un mot pour désigner l'être qui agit en accord avec sa nature profonde, le sage. Non pas le sage au sens d'un être parfait et intouchable, mais le sage au sens de celui qui se demande à chaque moment « Est-ce que mon acte est cohérent avec ce que je veux être ?» Épictète formulait cette vigilance identitaire avec une économie de mots redoutable. D'abord, dis-toi qui tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. D'abord, dis-toi qui tu veux être, pas ce que tu veux accomplir, pas comment tu veux être vu, qui tu veux être. Pour toi, concrètement, ça ressemble à ça. Prends un carnet, pas pour écrire une liste de goals ou d'objectifs, pour répondre à cette seule question aussi honnêtement que tu le peux. Dans 10 ans, si je regarde en arrière et que je suis fier de comment j'ai vécu, quel genre de personne est-ce que j'aurais été? La réponse à cette question devient ta boussole. Tout le reste, les outils, les pratiques, les routines, vient après et s'aligne sur ça. Pilier 2, ton environnement est ta stratégie. Voici quelque chose que les livres de développement personnel mentionnent rarement avec la franchise qu'il faudrait. Ta volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise dans la journée comme une batterie. Chaque décision que tu prends, chaque résistance à une tentation, chaque effort de concentration, tout ça consomme de volonté. Et quand la batterie est vide, tu ne choisis plus, tu cèdes. Et tu te détestes de céder, et tu te promets que demain, tu auras plus de discipline. Et demain arrive, et le cycle recommence. Ce cycle n'est pas un problème de caractère, c'est un problème d'architecture.
Parce que si ton environnement est conçu pour déclencher tes automatismes négatifs, si ton téléphone est sur ta table de nuit, si les notifications arrivent en permanence, si les tentations sont à portée de main et les ressources utiles enfouies sous des couches de friction, alors tu demandes à ta volonté de travailler contre un système entier, et ta volonté, seule, perdra presque toujours. La stratégie mentale intelligente ne s'appuie pas uniquement sur la volonté, elle conçoit l'environnement. De Gaulle avait une habitude que ses proches ont tous observée. Il contrôlait avec une rigueur absolue ce à quoi son esprit était exposé. Il choisissait ses lectures, il choisissait ses interlocuteurs, il choisissait ses moments de solitude et ses moments d'engagement. Il ne laissait pas l'environnement lui dicter son état mental, il construisait son environnement pour soutenir l'état mental qu'il voulait maintenir. Sénèque l'exprimait dans ses lettres à Lucilius avec une directesse qui résonne. « Recede in te ipse » « Retire-toi en toi-même ». Mais il précisait « Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une construction délibérée. Tu choisis ce qui entre dans ton espace mental comme tu choisirais ce qui entre dans ta maison. » Pour toi, concrètement, fais l'audit de ton environnement mental aujourd'hui, pas dans une semaine, aujourd'hui. Quelles applications ont accès à ton attention en premier le matin? Quelle voix entends-tu le plus souvent? Celle qui t'élève ou celle qui t'agite? Quel est le premier geste que tu fais en te réveillant? Et est-ce que ce geste sert qui tu veux être? L'environnement est silencieux, mais il est constant. Et la constance bat toujours la volonté sur le long terme. Pilier 3. Visualiser le pire pour vivre mieux. Il y a une pratique stoïcienne qui est l'une des plus puissantes que j'ai jamais rencontrées et qui est aussi l'une des plus contre-intuitives dans notre culture actuelle. Notre culture nous dit « pense positif, visualise le succès, imagine le meilleur scénario, attire ce que tu veux ». Les stoïciens disaient exactement le contraire. Ils disaient « visualise d'abord le pire ». Cette pratique s'appelle la préméditation malorum, la préméditation des mots. Et elle consiste à s'asseoir délibérément, régulièrement, et à imaginer en détail ce qui pourrait mal se passer, les échecs possibles, les obstacles probables, les pertes éventuelles. Pourquoi? Pas pour se décourager, pas pour cultiver la peur. Pour 3 raisons précises. Premièrement, ce qu'on a visualisé perd son pouvoir de choc. Quand la difficulté arrive, et elle arrive toujours, elle ne te prend plus par surprise. Tu l'avais déjà traversée mentalement. Ton cerveau dispose déjà d'une réponse préparée plutôt que d'une réaction de panique. Deuxièmement, la préméditation malorum révèle ce qui compte vraiment. Quand tu imagines perdre quelque chose, ton travail, une relation, ta santé, le respect de quelqu'un que tu aimes, tu réalises soudainement à quel point tu l'avais tenu pour acquis. Et cette réalisation transforme ta façon de vivre le présent. Troisièmement, elle te révèle ta vraie force. Parce qu'en imaginant le pire scénario, tu découvres presque toujours que tu pourrais y survivre, que tu seras toujours là, que ta capacité de résilience est plus grande que tu ne le croyais. Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque matin avant d'affronter ses journées d'empereur. Il imaginait les conflits, les trahisons, les désaccords, les mauvaises nouvelles qui allaient peut-être survenir, et il préparait mentalement sa réponse. Pas la réponse réflexe, la réponse choisie. Au début de chaque journée, dis-toi « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens arrogants, ingrats, violents, perfides, envieux, asociaux. Tout cela leur arrive parce qu'ils ne distinguent pas le bien du mal. Mais moi, qui ai vu la nature du bien, j'ai décidé que le mal que font les autres ne peut pas me ternir. » Au début de chaque journée. Non pas pour être cynique, non pas pour ne plus croire aux autres, mais pour ne plus être surpris par la réalité telle qu'elle est et pour maintenir sa clarté et sa décision malgré tout. Pilier 4. Apprendre à se récompenser autrement. Il y a quelque chose de très précis qui se passe dans ton cerveau chaque fois que tu accomplis quelque chose de difficile. Une molécule est libérée. Pas de la dopamine, la molécule du plaisir rapide, celle que déclenche un like sur un réseau social ou une bouchée de sucre. Une autre, la sérotonine, celle du calme profond, de la satisfaction solide, de la conscience de valoir. La différence entre les deux est fondamentale pour la stratégie mentale. La dopamine crée le besoin de la prochaine dose. Elle ne nourrit pas, elle creuse. Elle appelle l'insatisfaction comme fondement de sa structure même. Tu en as besoin de plus en plus pour ressentir la même chose.
Et quand tu ne l'as pas, tu souffres. La sérotonine, elle, se suffit à elle-même. Elle ne réclame rien. Elle est là, dense, stable, silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne scintille pas. Mais elle tient. Et voici le paradoxe central que très peu de gens comprennent vraiment. Tout ce que tu fuis en cherchant la dopamine, l'insatisfaction, le vide, l'anxiété, ce sont précisément les symptômes d'un manque de sérotonine. Autrement dit, plus tu cherches à combler ta souffrance avec du plaisir rapide, plus tu crées les conditions de la souffrance que tu cherches à fuir. C'est une boucle, et la seule façon d'en sortir n'est pas de se priver de plaisir. C'est d'apprendre à générer la récompense intérieure. Ça s'apprend, comme un muscle, et ça se fait avec des actes précis, quotidiens, souvent petits. Tenir une promesse que tu t'es faite à toi-même, même petite, surtout petite au début. Faire la chose difficile sans attendre que l'envie arrive, parce que l'envie ne précède pas l'action. L'envie suit l'action. Rester dans l'inconfort assez longtemps pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Pas des heures, parfois 10 minutes, mais rester. Chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de la facilité, la présence au lieu de la fuite, tu déposes une pierre dans la fondation de la confiance en toi. Et cette confiance, cette capacité de te faire confiance à toi-même, c'est le seul carburant durable pour une stratégie mentale qui tient dans le temps. Épictète disait, avec la simplicité de ceux qui ont tout compris, « Commence petit. Dis que tu vas remplir chaque heure comme il convient, puis fais-le. Et si tu trébuches, recommence, et recommence encore. Car ce n'est pas une honte de trébucher, c'est une honte de ne pas se relever. Ce n'est pas une honte de trébucher, c'est une honte de ne pas se relever. » Le moment où tout change. Je veux finir avec quelque chose d'honnête. La stratégie mentale ne te rendra pas imperméable à la douleur, elle ne supprimera pas les jours difficiles, elle ne t'empêchera pas de faire des erreurs, de douter, de te perdre parfois. Ce qu'elle fait vraiment, quand tu la construis avec patience et régularité, c'est te donner quelque chose que presque rien d'autre ne peut te donner. Un endroit à l'intérieur de toi à aller quand tout le reste s'effondre. Un centre, stable, silencieux. Le tien. Marc Aurèle, l'homme qui avait gouverné le plus grand empire du monde tout en traversant des épidémies, des guerres, des trahisons, la mort de ses enfants, s'écrivait ces mots dans le silence de ses nuits. « Nulle part on ne peut trouver une retraite plus calme et moins troublée que dans sa propre âme. Surtout si l'on possède au-dedans de soi des choses en contemplant lesquelles on rentre aussitôt dans un parfait repos. Ce repos, c'est l'ordre. Nulle part on ne peut trouver une retraite plus calme que dans sa propre âme. Tu cherches ça. Tu l'as toujours cherché. Derrière chaque distraction, derrière chaque plaisir rapide, derrière chaque agitation, c'est ça que tu cherchais. Pas l'excitation, le repos. Pas le bruit, le centre. Et ce centre, il n'est pas dans ton téléphone, il n'est pas dans l'approbation des autres, il n'est pas dans l'accomplissement de tes objectifs. Il est en toi. Il a toujours été là. La stratégie mentale n'est pas le moyen de le créer, c'est le moyen de le retrouver. Alors la question que je te laisse ce soir, pas comme une tâche à accomplir, mais comme une graine à planter, quelle est la première chose que tu pourrais faire dès demain matin, une seule chose, même petite, qui soit cohérente avec qui tu veux vraiment être? Une seule chose, petite, mais vraie. Commence là. Dis-moi dans les commentaires, je lis tout. À très bientôt.